Et voilà, c'est parti, nous sommes en direct. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir. Eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia Trio, que vous connaissez déjà sûrement. Salut Laetitia. Salut Cédric, tu vas bien? Oui, super. Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Et donc, on vous accueille pour vivre l'extraordinaire, mais au quotidien, c'est-à-dire dans notre vie de tous les jours. Donc, on est heureux de partager avec vous ce super sujet. Donc, eh bien, avant de se lancer et de rentrer dans le vif du sujet, puisque Karine nous dit que c'est OK, donc merci pour le retour. Eh bien, je vais te demander en quelques mots, eh bien, de te présenter à ceux qui ne te connaissent pas encore, voilà, de nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'amène ce soir à venir nous parler, eh bien, de ce sujet de vivre l'extraordinaire au quotidien. Et vous, je vous invite aussi de votre côté, eh bien, voilà, n'hésitez pas à vous présenter, à nous dire aussi d'où vous venez. Et puis, si vous avez la moindre question, on fera une session questions-réponses à la fin. Donc, notez-nous tout ça dans le chat. On reviendra dessus dès que ça vous vient. Donc, Laetitia, c'est à toi. Dis-nous un petit peu qui tu es, s'il te plaît. Alors c'est toujours la question qui est difficile à répondre, tu sais, parce que je suis une parfaite rebelle des étiquettes, donc c'est toujours difficile de se présenter. En gros, moi je suis accompagnante et j'ai le plaisir et la tâche d'accompagner les personnes qui le souhaitent dans leur cheminement de vie, que ce soit un cheminement de développement personnel, que ce soit simplement d'améliorer leurs conditions de vie ou bien un cheminement spirituel. Après, dans mes habitudes, j'aime bien qu'on pose des questions pendant les conférences. Donc, si tu es d'accord, Cédric, ce qu'on essaiera de faire, c'est de prendre au fur et à mesure les questionnements, parce que j'aime bien transmettre dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, les questions qu'on se pose, elles sont justes et c'est important d'y répondre au moment où elles viennent. Que ce soit lors des conférences ou des ateliers, j'aime bien ne pas préparer le contenu, en fait, et laisser venir ce qui est juste au moment où ça vient. Et donc, c'est une fois de plus un honneur pour moi d'être là avec vous et d'échanger avec vous, sachant que ma posture, ma mission, comme je l'entends, c'est de pouvoir vous apporter un message qui vous est destiné. Donc, merci à tous et à toutes de me donner cette opportunité une fois de plus. Donc, Cédric vous disait que, effectivement, pour la plupart d'entre vous, vous m'avez probablement déjà vu chez Académie Nouvelle Vie, puisque je suis souvent là le jeudi. Aujourd'hui, c'est un peu différent puisque c'est moi qui prends la parole, d'autant plus qu'on est en ce beau jour de l'Ascension, hein, c'est pas un jour anodin et c'est tombé par hasard. J'aime toujours beaucoup la notion de hasard et j'espère que vous avez pu profiter de ce jour férié pour pouvoir justement prendre le temps d'observer où vous en êtes dans votre vie, dans votre évolution, dans vos envies et vous recentrer surtout sur cette partie divine en vous qui a besoin d'être nourrie, écoutée et développée. Voilà. Bien, merci pour cette présentation. On a un beau commentaire de Sylvette qui te dit: Je trouve que vous êtes une belle femme. Merci Merci à toi, Sylvette. Sylvette. Euh, et donc, c'est ça, il n'y a pas de hasard, c'est encore un petit miracle extraordinaire du quotidien. Et donc, Oui. pour toi, voilà, dis-nous, c'est quoi vivre l'extraordinaire au quotidien? Alors, on est beaucoup dans notre quotidien, justement, souvent la tête dans le guidon, à s'occuper prioritairement des tâches obligatoires, du travail qu'on doit réaliser, d'essayer de régler des problématiques, de s'occuper en fait de tout ce qui freine. Et on prend pas ou plus le temps de regarder en fait ce qui est beau autour de nous. Et le temps qu'on prend pas pour faire ça, en fait, au fur et à mesure du temps, va nous amener à ne plus percevoir ce merveilleux au quotidien. Or, il est toujours là, il est disponible. Simplement, c'est comme si on avait un voile devant les yeux et on est simplement orienté, fixé sur ce qui est à faire, ce qui est à réaliser, qui on doit être, comment on doit se comporter, qu'est-ce qui est attendu de nous, que ce soit dans la famille, dans le couple, au travail, dans la vie sociale, etc. Et du coup, on est vraiment dispersé vers l'extérieur. Alors que pour pouvoir vivre justement ce merveilleux au quotidien, c'est un cheminement en sens inverse, c'est prendre le temps d'aller regarder à l'intérieur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, travailler sur l'équilibre en nous et dans notre vie,
en résonance, parce qu'il y a toujours cette résonance entre l'intérieur et l'extérieur. Et quand on arrive à avoir cette harmonie à l'intérieur et se rendre disponible, ben on s'offre cette possibilité de voir ce merveilleux qui est là et qui est à l'extérieur. Et il y a toujours ce côté qui m'étonne et qui m'attriste en même temps, des personnes qui ne voient plus ce qui est beau et qui est là. Parce que souvent, le merveilleux, il est dans les petites choses. Et ces petites choses, elles sont très, très importantes, mais on les met de côté. On va les laisser en se disant, bon, bah là, j'ai pas le temps pour ça, je vais m'occuper de ça, il y a ça à gérer, je verrai plus tard. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de dire à une patiente ou un patient, voilà, vous allez avoir une tâche entre les deux rendez-vous qu'on a, et vous allez être obligé, entre guillemets, de prendre 5 à 10 minutes pour faire rien. Et la réaction est souvent la même, c'est « Oh mon Dieu, mais comment on fait rien? Je sais même pas faire rien, j'ai toujours quelque chose à faire, je suis pas bien quand je fais rien. » Et il y a un élan de panique en fait, parce que depuis qu'on est enfant, on nous a expliqué qu'il fallait pas rester sans rien faire. Il y a qu'à regarder, hein. Moi je vois mes enfants sont encore petits et souvent les mamans me disent « Oui, mais alors moi mon fils le mercredi il fait ça et ça et ça, et le samedi il fait ça, et le week-end il va faire ça, et les vacances il va faire ça. » Enfin, les enfants, on leur donne même plus le temps de s'arrêter. En fait, on les conditionne déjà à être constamment dans une course effrénée, à faire tout un tas de choses. On n'a plus du tout cette culture de prendre le temps d'être. Et malheureusement, c'est en prenant ce temps d'être, en prenant ce temps de je vais être là, disponible, centrée sur moi, et simplement j'accueille ce qui vient, je regarde ce qu'il y a autour de moi. Enfin, moi je me souviens quand j'étais enfant, j'ai eu cette chance de grandir à la campagne. J'ai grandi au Rouret, pour ceux qui connaissent. C'est un petit village qui est dans la campagne. À l'époque, c'était vraiment paumé. Les gens savaient à moitié pas où c'était. Maintenant, avec le développement de Sophie Antipolis, ben, c'est une zone qui est très prisée. Mais à l'époque, c'était vraiment un village, entre guillemets, des paysans qui élevaient des chèvres. Il y avait très peu d'habitants et plus de chèvres que d'habitants là où j'habitais. Et il y avait quelques activités pour les enfants, mais pas plus que ça. Du coup, je passais beaucoup de journées dans la nature, dans la forêt, à regarder des oiseaux, à me balader avec mes chiens, simplement à vivre. Et j'étais pas dans le faire, j'étais dans le vivre. Alors des fois, c'était ennuyeux quand même, hein, parce que je m'ennuyais. Pour moi, les vacances scolaires, c'était une catastrophe, parce que j'allais passer tout un tas de jours avec pas grand-chose à faire. Mais du coup, il y avait un élan de créativité qui se faisait. Et d'ailleurs, on le remarque encore aussi à l'âge adulte, c'est que beaucoup de gens n'utilisent plus du tout leur créativité, parce qu'ils n'ont pas le temps de laisser leur esprit vaquer, d'accueillir l'inspiration, de prendre le temps de peindre. Le nombre de personnes qui me disent « Ah, avant, je peignais, mais là, j'ai plus le temps. Ah, si je pouvais, je prendrais le temps de danser, mais il faut que je fasse ça, ça, ça. » Et je trouve ça, en fait, je trouve ça vraiment dommage, parce que c'est vraiment dans ces activités-là, dans ces activités de découverte en lien avec la nature, ces activités de création, d'inspiration, où on va pouvoir être vraiment connecté à soi et à cette partie de nous qui est merveilleuse, qui est belle et qui permet de créer quelque chose. Au lieu de ça, on est complètement à l'inverse, en fait. On est dans le mental, donc on est tout le temps en train de réfléchir à ce qu'il faut faire, comment on va faire, à créer tout un tas de stratégies pour pouvoir réussir à le faire, gagner du temps, s'organiser. Et c'est la course effrénée, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et on ne s'arrête jamais. Et même quand on s'arrête, pour la plupart, malheureusement, le temps où on s'arrête, ça va être pour se poser devant la télé, et finalement, dans une position complètement lobotomisée, où on ne se connecte pas à soi non plus, on est complètement dans autre chose, avec cet écran qui nous passe des images, des publicités, des choses comme ça. Et du coup, on n'a plus du tout cette connexion à soi. Et ce qui est notable, et sur lequel je pense qu'il est vraiment important d'appuyer, c'est que, en fait, c'est ce merveilleux au quotidien, quand on se donne l'opportunité, en tout cas, de s'y connecter, qui va nous permettre d'être vraiment heureux ou heureuse. Et c'est quelque chose qu'on perd,
Parce qu'on ne s'autorise pas, en fait. Il y a de la culpabilité à prendre le temps de s'occuper de soi. Et pourtant, il y a plein de sujets qui reviennent régulièrement. On parle beaucoup de retrouver la confiance en soi, développer l'estime de soi, trouver son chemin de vie, redévelopper nos ressources intérieures, etc., etc., avec tout un tas de processus cadrés aussi pour nous amener à ça. Alors qu'en fait, si on prend le temps déjà de se poser, de prendre du temps pour soi, ben, la plupart des réponses, on les a. Au fond de nous, on sait de quoi on a besoin. Les personnes qui disent bah, si j'avais le temps, je peindrais. En fait, elles ont besoin de peindre. Et c'est pour ça qu'il y a toujours cette idée qui reste là, flottante, et que ben, on ne prend pas toujours le temps de prendre et de mettre les choses en œuvre pour le faire. Et du coup, on a tout un argumentaire. Hein. On est très, très bon en argumentation. On a tout un tas d'excuses. Oui, mais je peux pas parce que alors si je le fais, ça veut dire que du coup, je vais pas pouvoir faire mes courses. Alors que j'ai bien cadré les courses. C'est le mardi matin et pas un autre moment. Et alors que ben non, en fait, ça devrait être le contraire. Il y a plein de ressources comme ça qui nous en parlent, même si on sort du domaine de la spiritualité et qu'on rentre vraiment dans le domaine, par exemple, des gens qui réussissent. Ça, c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui sont dans le vivre de ma passion, réussir ma vie professionnelle, etc., etc. Ben, les gens qui réussissent, en fait, ils ont un point commun, c'est que d'abord, ils se payent eux. En fait, en premier lieu, ils se donnent une rétribution à eux-mêmes. Et ça s'applique dans tout. C'est la même chose que commencer par prendre soin de soi pour prendre soin des autres. C'est commencer par prendre du temps pour soi pour pouvoir donner du temps de qualité aux autres. Et ça marche pour tout. Vous pouvez prendre n'importe quel sujet, vous allez voir, ça marche impeccable. C'est comme les personnes qui sont en recherche de l'amour. C'est magnifique, l'amour. L'amour, c'est tout ce qui existe, en fait. Il n'y a que l'amour ou l'absence d'amour. Et il y a des personnes qui cherchent l'amour dans le couple. Mais elles n'y arrivent pas, c'est compliqué, c'est pénible, elles ont essayé plein de choses, elles vont sur les réseaux sociaux des rencontres et d'affinités amoureuses avec des moteurs de recherche pas possibles, avec tout un tas de critères, d'options, mais elles sortent pas, elles ont peu d'activités sociales et elles trouvent pas l'amour. Mais en même temps, elles en sont où sur l'amour qu'elles se donnent déjà à elles-mêmes? Comment je fais pour récolter de l'amour de l'extérieur si j'arrive pas à commencer par me donner de l'amour à moi-même? Et c'est une vraie question. Alors, il y a des gens qui se disent, bon, mais c'est quoi ces concepts tordus? Pourquoi est-ce que je trouverais quelqu'un parce que je m'aime? Ben, en fait, ça fait partie des lois de base, en fait. C'est vraiment les lois de la spiritualité, c'est les lois du fonctionnement de la vie. Quand on donne de l'amour, on en reçoit, c'est la correspondance. On vibre l'amour, du coup, on reçoit de l'amour en retour. C'est comme l'histoire des diapasons. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérimentation, mais si vous prenez, on va dire, 8 diapasons, 7 qui ont des notes différentes, et le 8e, il a la même note que le premier. Ben, vous allez taper le premier, hop, étonnamment, le dernier va sonner aussi. Ils ont la même note. Par contre, tous les autres ne bougent pas. Et après, vous allez pouvoir cogner tous les autres diapasons en les éteignant au fur et à mesure. Ils ne vont pas en faire vibrer d'autres. La vibration du premier et du dernier fait que quand on cogne le premier, ça fait vibrer le dernier. Et quand on cogne le dernier, ça fait vibrer le premier. Parce que c'est la même vibration. Or, si vous cherchez quelque chose et que vous ne commencez pas à être dans la vibration de ce que vous cherchez, ça ne va pas résonner, ça ne va pas venir. Et on parle beaucoup de la loi d'attraction. La loi d'attraction, en fait, c'est tout simplement ça. Il n'y a pas besoin de se torturer l'esprit. C'est une question de vibrer quelque chose qui est en résonance avec ce que je souhaite. Si je vibre que je veux ça, mais j'y crois pas, et que je reste dans la recherche parce que j'y crois pas, j'ai une espèce de vibration un peu disharmonieuse comme ça, mais ça va pas venir ce qui vibre harmonieusement, qui est mon objectif. C'est pas possible.
Et de la même façon que on parle aussi des, comment ça s'appelle, de la pensée positive, la fameuse pensée positive. Alors la pensée positive, parce que je vais penser à ça, ça va se faire. C'est sympa hein, comme concept, moi j'aime bien. Le côté, bon, j'y pense, ça vient. Sauf que la plupart du temps, ça vient pas, ou ça marche pas. Et pourtant, je vais continuer à dire, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais trouver comme phrase à me répéter tous les matins. Pour reprendre l'exemple de l'amour, tous les matins, je me mets devant mon miroir et je dis je suis digne d'amour et je vais rencontrer quelqu'un de merveilleux. Allez, je suis digne d'amour et je vais rencontrer quelqu'un de merveilleux. En termes de vibration, de la manière dont je le dis, c'est pas juste du tout et il va se passer rien en fait. Alors que si je suis devant mon miroir et que j'y crois et que ouais, je suis digne d'amour et je vais rencontrer quelqu'un de merveilleux, bah là, c'est pas la même. Pourtant, je dis la même chose, mais je le dis pas de la même façon. Et après, derrière ça, il y a quand même un élan à avoir. La pensée est en amont. Après, on a les paroles, mais il faut qu'il y ait des actes derrière. Faut poser quelque chose. Et comme je suis digne d'amour et que je vais rencontrer quelqu'un merveilleux, je vais faire des activités qui pour moi sont merveilleuses et qui font que je m'apporte de l'amour. Moi d'ailleurs, tiens, on va prendre mon exemple parce que c'est du vécu. Ça s'est passé le jour où j'ai décidé que j'allais m'autoriser. C'était un truc que je sais pas pourquoi, c'est comme ça. En fait, je sais pourquoi. Je m'étais dit que la danse, c'était pas pour moi. Et il y a plein de raisons qui faisaient que la danse, c'était pas pour moi. Déjà, j'ai un problème de coordination entre la tête et le corps, donc ça aide pas. Hein. À côté de ça, j'avais à l'époque horreur de donner le contrôle à l'autre. Or, si j'envisageais de faire de la danse, c'était de la danse de couple, il faut peut-être que je le précise. Et le troisième, c'est que j'avais horreur qu'on touche. Le fait qu'on pose la main sur moi m'irritait énormément parce que depuis petite, quand je suis en contact avec les personnes, je ressens leur douleur. Donc, quand elles ont mal quelque part, quand elles me touchent, j'ai mal en même temps. Donc, c'était pas très confortable. Et du coup, j'avais en plus une espèce de frein de quand j'étais toute petite où ma maman m'avait inscrite à la danse. Moi, mon truc, c'était le judo, mais elle m'avait inscrite à la danse parce que ma sœur allait à la danse. Donc, c'était quand même pratique. On a 11 mois de différence. Du coup, on allait toutes les deux à la danse. Sauf que j'étais tombée sur une espèce de prof, j'ai un peu tordu, qui demandait aux petites filles de faire le grand écart avec écrasement facial et que quand on n'y arrivait pas, elle nous appuyait avec son genou sur le dos. Enfin, moi, je m'étais dit, non, mais non, je veux pas aller à la danse. Et ça m'avait fait ce blocage que la danse, c'est pas pour moi. Pourtant, quelque part, au fond de moi, j'avais envie de ça. Et un jour, j'ai décidé que j'allais rencontrer quelqu'un de formidable et que j'étais digne d'amour. Et je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, je vais aller danser. Mais c'était pas en lien, hein, en fait. Ça s'est passé à peu près au même moment. Et à l'école des danses où je suis allée, par un concours de circonstances, parce que par hasard, je suis tombée sur un encart Facebook qui me disait, tiens, on fait des portes ouvertes à Valoris, alors que moi j'habitais à Grasse. Enfin, pour ceux qui connaissent, c'est quand même pas à côté. Et je me suis dit, tiens, je vais aller là-bas. Et je me suis inscrite là-bas. Et là-bas, en fait, le premier jour de cours, j'ai rencontré l'homme qui est aujourd'hui mon compagnon. Mais si on retourne en arrière, si je restais bloquée sur la danse, c'est pas pour moi, si je restais bloquée sur le fait que je voulais pas donner le contrôle à l'autre, alors que dans la danse de couple, c'est l'homme qui dirige, hein, que je voulais pas qu'on me touche et qu'en plus j'étais dissociée, j'y serais jamais allée. Et du coup, je l'aurais probablement jamais rencontré. Mais c'est tous ces petits hasards en fait qui sont finement orchestrés, qui font qu'on arrive à toucher le but de ce que j'ai vibré au moment où j'ai fait cette demande que oui, je suis digne d'amour et je vais rencontrer quelqu'un de merveilleux. En fait, c'était un peu prendre le billet d'avion pour aller à ma destination idéale. Mais j'ai pris le bon billet d'avion, j'y ai cru, j'ai payé le prix, puis j'y suis allée. Et j'ai laissé faire. J'étais pas du tout dans un élan de je vais m'inscrire à la danse parce que ça va me permettre de rencontrer quelqu'un. Ça n'avait rien à voir avec ça. C'était plus sur le
bah voilà, je vais y aller, ça va me challenger et en même temps, j'essaye une expérience nouvelle, j'essaie de dépasser mes blocages et mes croyances et ça a été génial parce que j'ai découvert plein de choses dans cette expérience-là et la vie est merveilleuse en fait parce qu'elle fait que ça, elle nous donne constamment des expériences pour pouvoir apprendre à nous découvrir, mais à pouvoir nous découvrir autrement à chaque fois. Et alors j'entends de là les oui, mais des fois les expériences quand même, c'est difficile. Non mais j'ai vécu ça, ça. Oui, c'est vrai, on a des expériences qui sont difficiles, qui sont compliquées. Mais franchement, moi, quand je regarde en arrière toutes ces expériences difficiles que j'ai pu avoir, et franchement j'en ai eu, euh, ben en fait j'ai tellement appris, j'ai tellement grandi grâce à ça. Ça a tellement changé ma manière de voir le monde et ça a été tellement utile pour moi de vivre ça pour pouvoir accompagner des personnes qui vivent la même chose et les aider à dépasser en fait ces épreuves parce que ce sont des épreuves. Hein. Euh, on, on- on passe des seuils d'apprentissage. Par l'épreuve, on va apprendre quelque chose pour passer à autre chose. On grandit de toutes ces expériences-là. Alors c'est vrai, il y a des expériences qu'on aurait préféré ne pas faire, des choses qu'on aurait préféré ne pas vivre. Mais quand vous faites le lien entre l'expérience, ces périodes de vie, et là où ça vous a emmené, avec le temps, on se rend compte qu'en fait, quelque part, c'était une bénédiction. Et il y a vraiment cette notion-là qui est importante. On parle des fois de chance et de malchance. Et c'est pareil, je parle de bénédiction, mais euh, et souvent je le dis, les bénédictions, c'est comme tout. Selon comment on la regarde, d'un côté c'est une bénédiction, de l'autre c'est une malédiction. Et vous pouvez voir ces personnes qui ont des dons de naissance. Pareil, on parle beaucoup des dons en ce moment, de développer ses dons, etc. La plupart des gens qui ont des dons de naissance, ben, au départ, ils vivent ça vraiment comme des malédictions parce qu'ils font des expériences qui sont très, très, très difficiles et ils se confrontent à la critique, à la difficulté de se reconnaître, de le regard des autres, de ce que les autres en disent, de qu'est-ce qu'on en fait. Euh, les enfants qui sont petits et qui voient les défunts, vous pouvez y aller, hein, c'est rare qu'ils trouvent ça fun. Hein, alors oui, quand on est adulte, on se dit tiens, ce serait chouette quand même, voir les défunts, ça me permettrait plein de choses. Mais c'est plus une recherche, quand on regarde vraiment ce qu'il y a au fond, c'est plus une recherche euh, justement de trouver quelque chose d'exceptionnel ou une capacité qui va amener du merveilleux dans notre quotidien, où on se dit, voilà, j'arrive à voir ce que les autres ne voient pas, et ça va être chouette. Ben, c'est rarement aussi chouette que ça, en fait. Hein, et je pense que parmi les intervenants qui ont pu venir sur Académie Nouvelle Vie, ceux qui ont vécu ça depuis petit, ils pourraient vous faire un retour sur qu'est-ce qu'ils ont expérimenté au départ avant d'accueillir ce que c'était et de réussir à s'autoriser à le vivre harmonieusement. C'est souvent une épreuve de vie qui est conséquente. Mais après, en grandissant, on n'a plus toujours la souvenance de ce que c'était parce qu'on a grandi en fait. Mais quelque part, l'enfant intérieur, lui, il a gardé la mémoire de comment c'était à ces moments-là. Et il y a des fois des petits retours hein, quand on n'est pas aligné, quand on n'est pas centré, de ce qu'on a pu expérimenter dans ces moments-là. Voilà. Mais le merveilleux, et vivre le quotidien au merveilleux, c'est un super cheminement de retour à soi en fait. C'est vraiment le cheminement de la spiritualité. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment en fait ce qu'elles cherchent en développement spirituel, l'éveil, la quête de l'éveil, toutes ces choses-là. Il y a quelque chose en nous qui nous dit, ouais, voilà, ce serait bien de cheminer, de grandir spirituellement. Et il y a une espèce de distorsion qui se fait à ce moment-là, où intérieurement, c'est comme s'il y a quelque chose qui nous disait, oui, mais alors la spiritualité, c'est un truc que tu vis là dans ta vie quand tu as le temps et que tu es dispo. Et puis après, de l'autre côté, il y a tout le reste, en fait. Alors tout ça, c'est ma vie, et puis la spiritualité, c'est là. Puis ça fait une sorte de frustration entre le ouais, mais quand je suis là, je suis quand même bien. Mais il y a quand même tout ça,
Et il y a une conciliation qui est difficile à faire. Et en fait, cette conciliation, elle va se faire à partir du moment où on va s'autoriser à se dire, en fait, cette part-là, la spiritualité, je peux l'intégrer en fait dans mon quotidien. Et c'est les maîtres soufis qui ont beaucoup utilisé en fait les événements du moment présent justement pour intégrer des leçons spirituelles dans le quotidien. Ils prenaient en exemple une abeille qui était passée devant, quelque chose qui tombait du ciel, quelqu'un qui disait quelque chose. En fait, tout était sujet à un enseignement spirituel. Et la vérité, elle est là, c'est que la spiritualité, c'est vivre le quotidien avec la partie la plus consciente, la plus élevée, la partie divine en nous, et de laisser de côté en fait notre partie inférieure qui est dans les peurs, qui est dans les craintes, qui est dans les instincts, qui est dans les passions basses entre guillemets, et de pouvoir au contraire se décaler en fait, partir de cette zone-là qui va être, on va dire, la zone lambda de notre partie inférieure, hein, pour pouvoir se décaler petit à petit de plus en plus dans notre partie supérieure, dans notre partie divine. Alors certes, au début, on fait beaucoup d'allers-retours. Hein. Attention, hein, c'est un peu le yo-yo. On y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas. Mais plus on va y aller, plus notre énergie change, notre vibration change, et on va avancer. Mais ça prend du temps. Et cette notion de temps, elle est hyper importante parce que beaucoup d'entre nous sont dans cette constante course au temps, et du coup on veut des solutions hyper rapides. Et j'ai vu un truc mais aberrant sur un salon de spiritualité. Il y avait un monsieur moi j'avais mon stand là, il était à 3 stands de moi. On aurait cru Jésus, hein, il avait vraiment le physique, voilà, c'était et ça faisait, il faisait son show en fait, hein, il était vraiment dans la posture, dans le truc, machin, voilà. Et en fait, il vous proposait de recevoir tous les mystères, tous les enseignements de l'école des mystères en 15 minutes pour 180 €. Et, et les gens y croyaient. C'est ça qui est fou dans l'histoire, c'est que les gens y croyaient parce qu'il avait l'habit, on va dire, il avait l'apparence, il avait le paraître qui pouvait le rendre crédible. Mais dans sa vibration, dans sa proposition, mais c'était tout du fake. On était dans un monde de fake. En fait, il était juste là pour vous vendre pour 180 €. Et c'est ça qui est dramatique dans le monde de la spiritualité aujourd'hui. C'est que il y a beaucoup de marchands du temple finalement, et c'est un peu la difficulté, parce que ça demande du discernement, de faire le tri dans tout ce qui vous est proposé. Et en même temps, c'est une super leçon. Parce que même si vous vous plantez, eh ben, vous allez apprendre que la fois d'après à faire plus attention. Vous allez retrouver les signes qui vous font voir que non, c'est pas OK, et que non, c'est pas ça que vous recherchez autre chose. Vous allez apprendre aussi à aborder la vie différemment. C'est plus le paraître qui va être la zone de confiance. Ça va être comment vous vous sentez quand la personne elle est là. Est-ce que quand vous parlez avec elle, vous sentez que c'est vrai? Est-ce que vous sentez que c'est juste? Est-ce que la proposition qu'on vous fait, elle vous met en joie, ou est-ce que vous n'êtes pas bien? Enfin, et c'est un super parcours d'apprentissage, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a des choses comme ça qui viennent dans la vie et qu'on se trompe, eh bien, on apprend quelque chose. En tout cas, on a l'opportunité d'apprendre quelque chose. Après, bon, on l'apprend pas, mais ça, c'est entre soi et soi-même. Hein. Est-ce que j'ai envie d'en tirer quelque chose, ou j'ai juste envie de me plaindre et de me dire et de me conforter en me disant que la vie, elle n'est pas gentille avec moi, qu'il m'arrive toujours des trucs pourris, que c'est toujours la cata, que je rame, que c'est entre soi et soi. En fait, les expériences qu'on fait, c'est toujours entre soi et soi. Et
il y a entre guillemets personne d'autre qui joue ce jeu-là, parce qu'en fait, l'autre nous fait miroir, mais pour qu'on apprenne quelque chose. Puis des fois, c'est nous qui lui faisons miroir aussi. Mais c'est le jeu. Des fois, ça explique pourquoi il y a quelqu'un qui s'énerve contre vous alors que vous n'avez rien fait. Hein. C'est juste, sur ce coup-là, c'était vous le miroir. Et du coup, la personne a reconnu quelque chose pour laquelle elle était en recherche, mais elle ne le savait pas. Mais c'est pas grave. Bref, je parle beaucoup. Hein. Mais t'inquiète pas, c'est hyper intéressant. Et en plus, tu as soulevé des points qui, pour moi aussi, qui me parlent beaucoup. Tu as parlé d'expérience. Et puis la danse, c'est un milieu aussi qui me touche puisque je suis dedans et ça m'a appris plein de choses. Mais je pense qu'une des clés, c'est comme tu l'as dit, c'est ce retour à soi. Alors, on se dit tous à un moment, oui, non, mais je sais, ça c'est à l'intérieur que ça se passe, tu sais, et puis on reste dans cette course effrénée un petit peu du temps. Et en fait, c'est important ce retour à soi parce que c'est à ce moment-là qu'on va se réapproprier ce qu'on ressent. Et tu as parlé justement de ces choix, faire les choses qui nous parlent. Par exemple, la danse, tu vois, moi, c'est quelque chose qui m'appelle. Bon, est-ce que je le fais? Tu vois, pourtant, il y a des choses qui pèsent du genre, bah oui, mais la danse, c'est pour les filles. Oui, mais tu vois, tous ces oui, mais, toutes ces excuses qu'on se donne, alors que quelque chose nous fait du bien. Et ces choses qui nous pèsent, eh ben, c'est un petit peu la peur, mais c'est aussi beaucoup les croyances familiales par rapport, euh, tiens, on m'a éduqué comme ça, donc ça doit se passer comme ça, tu vois. Et ce retour à soi, ça permet, je trouve, tu vois, de faire la balance et de dire, bon, attends, est-ce que là, c'est moi qui prends la décision ou est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a inculqué parce que c'est quelque chose qui m'appelle. Donc, pourquoi je n'irais pas faire cette expérience-là, tu vois? Et donc, on peut dire, bah oui, je sais que c'est un petit peu tout ce qu'on nous répète tout le temps, tout ce qu'on nous rabâche, faut revenir à soi, faut méditer, faut machin. Mais finalement, c'est important dans le sens où on va reconnaître ce qui nous appartient réellement dans nos émotions, dans nos sens. C'est quelque chose qui me parle, donc je vais aller vers ça. Et après, comme tu as dit, c'est poser les actes. C'est dire, qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais ce choix d'y aller, je fais ce choix de pas y aller. Et encore là, je trouve que c'est super juste parce que on va pouvoir de nouveau expérimenter après cette décision, l'émotion qui en ressort, en fait, la guidance finalement qui émane de ça et de se dire, ah ouais, là, je sens quand même que j'y ai pas été et j'ai loupé quelque chose, tu vois. Ou alors là, j'y suis allé et ça se trouve, c'est pas du tout ce qui me correspond. Ou alors, en fait, c'était trop génial, tu vois. Mais ça reste encore, après chaque expérience, tu vois, après cette action qui a été posée, c'est important parce que souvent, on pense que la loi d'attraction, comme tu as dit, on va se poser, on va penser positivement et on va attendre que ça vienne, tu vois, on va vibrer ça. Mais en fait, oui, on peut vibrer ça, mais derrière, l'action qui va être engagée, c'est ça qui va apporter une partie du résultat, même si l'univers va faire une grosse partie du boulot en mettant toutes les petites pièces en place, en mettant le petit copain dans la salle de danse, tu vois. Oui. Et donc voilà, pour moi, on néglige un peu trop, je trouve, ce côté parfois retour à soi. Et puis je suis le premier des fois à être la tête dans le guidon et à me dire, voilà, je fais, tu vois. Et finalement, quand tu t'écoutes, tu retrouves cette sensation d'être toi, de faire tes choix et d'expérimenter aussi que ce soit un truc qui nous dit, voilà, je le sens, mais j'y vais pas. En fait, ça me procure une émotion que j'aurais pu y aller, tu vois. Et c'est cette écoute un petit peu de soi à retrouver. Et finalement, c'est simple. Tu as donné l'exemple de la danse tout à l'heure, tu sais, de la prof qui t'appuie dans le dos pour te forcer. En fait, c'est ça souvent. Par la pensée positive, comme tu l'as dit, on cherche à forcer quelque chose. Voilà, je suis digne d'amour et je vais rencontrer quelqu'un, tu vois, par du répètement, alors que finalement, émettre quelque chose, vibrer, c'est naturel, tu vois, et c'est super simple, en fait. Et souvent, on essaye de forcer quelque chose dans ce côté, j'agis, je reste dans la course du temps parce que je veux tel résultat. Et donc, du coup, il faut y aller, tu vois. Alors que finalement, en revenant à cette écoute, on va se dire, tiens, là, ça m'appelle déjà, et je vais aller vers ça, tout simplement. Tu vois. Et déjà là, on lâche ce qui nous pèse, tu vois, cette croyance que la danse est pour les filles, c'est pas grave, moi, je vais à la danse et je vois. Mais en fait, je force pas les choses, je vais là où je sens que l'univers me mène, que là où mes émotions et mon cœur me mènent. Et finalement, après, le résultat, c'est juste le bonus, la surprise, mais en fait, je fais cette partie du voyage en étant dans qui je suis et dans ce que j'ai envie de réaliser, tu vois. Oui.
Ah oui, c'est surtout ça qui est important. Et surtout le message aussi qu'il faut absolument que vous entendiez, c'est que ces apprentissages de spiritualité, en fait, on les a tout le temps, tous les jours, dans tous les domaines. Et tu parles de forcer pour arriver à un résultat. Et moi, là où j'ai le plus appris par rapport à ça, c'est quand j'étais commerciale. Mon dernier travail salarié, j'étais commerciale, donc j'étais commerciale terrain en plus, donc mon boulot c'était d'aller signer des contrats. Hein. Et des fois, j'étais vraiment dans le mois du non, mais là, il faut que j'envoie, il faut que je signe, il faut que ça signe. Et j'essayais de forcer, de faire du forcing, relancer les gens. Et ça marchait pas. Il y a des mois où ça marchait pas parce que j'étais tellement dans le truc de faire signer que je devais vibrer un truc que les gens ils disaient non, mais pas tout de suite, on va voir. Et, et ce mois-là, je me souviens, c'était une catastrophe. Et je m'étais dit, bon, là, il faut que je suis en train d'arriver au bout de mon énergie. Je suis trop en stress. Je suis. Enfin, je suis pas bien. Et il y a un truc qui va pas. Je suis sur les dents. C'est pas bon. Et j'étais allée voir mon patron en lui disant, bah, écoute, Olivier, faut que je prenne un jour de congé pour aller faire du snowboard parce que là, j'en peux plus. Il m'a dit, non, mais attends, t'as vu le chiffre d'affaires que t'as ce mois-ci et tu veux aller faire du snowboard. Je dis, écoute, viens, on se trouve un arrangement et laisse-moi prendre ma journée. Et il m'a dit, ok, tu fais 15 000 euros cette semaine et tu auras pris ta journée. Cette fois-ci, c'est ok. Mais si tu n'arrives pas à les faire, la prochaine fois, je te dirai non. D'accord, j'ai pris ma journée, j'ai fait ma journée de snowboard. Le temps que j'étais pas là, j'ai reçu des commandes au bureau. Donc, j'étais en train de faire du snowboard. Les gens envoyaient des commandes au bureau. Et j'ai fait mes 15 000 euros dans le mois. Enfin, dans cette semaine-là, puisqu'il restait qu'une semaine pour le mois. Et en fait, le fait d'avoir lâché ce truc d'absolument signer des contrats, d'être parti, de m'être aéré l'esprit, et j'ai choisi le snowboard parce que moi, c'est vraiment ma passion et c'est l'endroit où, quand je suis là-haut, je déconnecte totalement. Je sais plus comment je m'appelle, où j'habite, ce qui se passe, quel jour on est. Ça n'a plus aucune importance en fait pour moi. Mais je suis dans ce qu'on appelle le flow en fait. Je suis dans cette fluidité de l'instant présent qui est constant. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime tellement snowboard, c'est que si jamais je fais l'erreur de commencer à repenser à quelque chose, à un dossier ou quoi, pendant que je fais du snowboard, je plante une carre et je me prends une gamelle. Donc, c'est la réponse, elle est immédiate, quoi. Et donc, j'étais obligée d'être centrée sur moi, en fait. J'étais totalement obligée d'être dans le moment présent. Et, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a tous nos activités, en fait, de ressourcement. Et c'est important de les identifier. C'est toutes ces activités où, quand on est dedans, quand on se laisse emporter dans l'activité, on ne voit pas le temps passer. Il n'y a plus rien d'importance. On est juste dedans. Et quand on a fini l'activité, même quand c'est des activités sportives, on a beaucoup plus d'énergie après qu'avant. Et moi, c'est ce que j'ai retrouvé d'ailleurs dans la danse et j'ai trouvé ça génial parce que bon, de la neige, surtout dans le 06, il n'y en a pas tout le temps. C'est pas toute l'année, c'est cette année, par exemple, il n'y en a pas eu, hein, quasiment. Donc, ça m'a permis d'avoir une autre activité de ressourcement. Et c'est des moments où on est connecté à soi, on peut s'intérioriser, on est dans cette fluidité, en fait, dans cette créativité. Et c'est ce qu'on vous propose aussi quand vous faites de la méditation. En fait, la méditation, c'est quoi? C'est prendre le temps de retourner à soi. Mais il y a plein d'autres façons de faire. Ça peut être la marche, ça peut être la peinture, le chant, la musique, peu importe. Ce qui est important, c'est d'être connecté à soi et d'être dans le merveilleux de l'instant présent. Parce que le merveilleux au quotidien, on le trouve dans l'instant présent. On ne le trouve pas quand on est orienté sur ce qui s'est passé et avec tout le stress. Mais j'aurais pas dû faire comme ça. Et si la prochaine fois ça arrive, j'aurais dû faire ça. Et si j'avais fait ci, peut-être ça aurait fait ça. Et puis du coup, il y aurait eu d'autres résultats. On se fait des films mentaux, mais qui sont absolument incroyables. Mais c'est que mental, ça n'existe pas. C'est virtuel, c'est inutile. Et on va passer beaucoup de temps, gaspiller beaucoup d'énergie sur ça, à ressasser des trucs sur lesquels on n'a plus aucune incidence. Parce que bon, il faut se l'avouer, ce qui est passé, c'est fait. On ne peut plus le transformer, c'est fait, c'est posé. Alors on peut le regarder en se disant, ben voilà, là j'ai fait une erreur, j'aurais dû faire comme ça. Ben la prochaine fois, j'essaierai de faire autrement. Mais je peux rien y faire. Le seul endroit où je peux faire quelque chose, c'est dans le présent. C'est pas non plus dans le futur.
Alors, c'est bien d'anticiper un peu, mais après, c'est pareil, il ne faut pas se faire des films sur comment ça se passe et machin. Et puis, moi, j'étais une spécialiste, hein, plus jeune de ça. J'étais capable de vous échafauder 200 versions différentes de ce qui va se passer demain quand je vais aller à l'oral. Non, mais un truc incroyable. Mais j'imaginais les pires choses, des trucs incroyables, des personnes qui venaient intervenir alors qu'elles n'avaient pas de raison d'être là ou des choses comme ça. Et la vie était géniale, c'est que il se passait absolument ce que j'avais pas pensé. J'y avais pas pensé, et ce qui se passait, c'était ce à quoi j'avais pas pensé. Mais ça se passait bien. Et je sais pas, j'avais une anxiété enfin, je vivais l'anxiété. Enfin, c'était atroce. Et, mais d'avoir mis en place, en fait, la méditation, dans mon cas, ça m'a beaucoup aidé. La méditation et la prière laïque, hein, comme je l'appelle, ça a été 2 moments où il faut être présent à soi. Et ça a vraiment changé ma vie. Et au début, j'y croyais pas du tout parce qu'en plus, moi, je fais partie des anciens enfants qu'on appelait précoces avant. Maintenant, on dit qu'on est des zèbres ou des hauts potentiels. Ça fait très classe. Hein. Je suis haut potentiel. Non, en fait, c'est pas chouette d'être au potentiel, hein, même si le nom est sympa. Et on a ce problème de mental, en fait, qui tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y avait une spécialiste à l'époque qui disait que justement les enfants qui avaient ce problème d'hyperactivité mentale, fallait pas leur faire de la méditation, que ça risquait de les rendre obsessionnels. Alors que moi, franchement, ça a été ma planche de salut, la méditation. Parce que j'étais obligée de me concentrer sur autre chose. J'étais obligée aussi d'observer passer ce que j'appelle les boucles mentales, là, toutes les histoires qu'on se raconte, là, se faire un dialogue, monologue interne magnifique. Mais ça sert à rien, en fait. Et du coup, ça me permettait d'observer le moment où ça commençait à venir. Je dis non, mais ça m'intéresse pas. Et je me recentrais. Pof. Blablabla. Bla, bla, bla. Et puis ça recommençait. Non, mais là non plus, ça m'intéresse pas. Mais au début, c'était difficile. Et là encore, le temps d'apprentissage, c'est important. Je crois que le pire truc qu'on m'a dit pour m'initier à la méditation, c'est « Ah non, mais il faut juste penser à rien. » Ah, mais comment vous faites pour penser à rien? C'est juste pas possible. N'imagine pas un éléphant rose, pour reprendre l'exemple que tout le monde prend. Qu'est-ce qu'il fait le cerveau? Il voit un éléphant rose et puis il met une grosse croix dessus en disant « Non, non, on a dit qu'on n'y pensait pas. » C'est trop tard, il est là l'éléphant rose. Et c'est pour ça, la méditation, c'est génial. Mais alors, la méditation, surtout, faites une chose. Vous êtes immobile, vous respirez. Vous vous posez, surtout, vous soufflez beaucoup. Vous enlevez tout le bazar dont vous n'avez plus besoin. Puis à partir du moment où vous avez bien évacué tout le bazar, souvent, il faut respirer au moins 3 fois profondément. Hop, à un moment donné, à la 3e fois, il y a un truc qui se pose là, ça fait poc. Mais ça fait vraiment cette sensation-là. Je ne sais pas si toi, ça te le fait, mais moi, je sens comme un truc qui se pose, ça fait poc au fond, tu sais. Et là, après, t'es bien. T'es bien, et puis... Ah, t'as oublié de faire la vaisselle. Non, mais c'est pas le moment, allez. C'est pas grave, je le ferai tout à l'heure. Ah, j'ai mal là. Alors, au début, ça peut faire « Ah, j'ai mal là. Ah, mais j'ai encore mal là. Non, mais je veux pas penser que j'ai mal là. Ah oui, mais j'ai mal là quand même. » Non, mais en fait, si vous luttez contre le truc, ça fait que s'amplifier, en fait. C'est juste d'observer et dire « Ah, bah, j'ai mal là. Ok, je reconnais que j'ai mal là. » Soit on arrive à se dire « Je m'en occupe juste après », soit il vaut mieux prendre le temps de se dire « Bon, ok, j'ai mal là. Qu'est-ce que ça me raconte, ce mal que j'ai là ?» D'aller observer ce qui se passe là, plutôt, puisque c'est là ça se manifeste. Et la méditation, en fait, c'est modifier son état de conscience pour prendre conscience de ce qui est là. S'il n'y a rien, ben on fera le constat qu'il n'y a rien. Et c'est génial, c'est le vide. Et c'est agréable. Moi, je sais que la première fois que j'ai connu le vide mental, c'était en méditation. Hein. J'avais tout essayé. Hein. Il n'y a rien qui marchait. Mais cette paix, le repos, j'avais même aucune idée de ce que c'était le repos. À 7 ans, je n'arrivais pas à dormir. Mes parents, ils n'en pouvaient plus de moi. J'avais tellement des boucles mentales dans ma tête. J'imaginais la macrosphère, la microsphère, la résonance qu'il y avait entre les deux, les répétitions entre l'univers et le microscopique, mais des trucs aberrants avec des questions que même un adulte il savait pas y répondre. Mais j'étais une plaie pour les adultes. Je leur posais toujours des questions et ils ne savaient pas pourquoi je posais des trucs pareils.
Et avec la méditation, ça m'a permis de me dire, voilà, je sais pas, c'est pas grave, je sais pas. Ou des fois, en acceptant de me dire que je savais pas, on m'offrait un film explicatif de comment ça marche. Et ça, c'était plutôt chouette. Mais voilà, après, ça, c'est une autre partie qui m'est propre, mais qui est disponible pour tout le monde, en fait. Hein. À partir du moment où vous allez avancer spirituellement et que vous allez accepter simplement d'être réceptif, ouvert et d'accueillir ce qui vient, et simplement ce qui vient comme ça vient, eh ben, on vous donne accès à des choses extraordinaires. Mais il faut être dans la confiance. Et ça c'est comme de la couture, en fait. C'est comme faire du tricot. Au début, on n'a qu'une pelote de laine. Hein. C'est pas ce qu'on va en faire. On a des aiguilles, puis on commence à faire un nœud, puis un autre, puis un autre. Puis après, on se dit, tiens, on va peut-être faire ça. Et puis, on a fait une erreur. Alors, soit on râle parce qu'on a fait une erreur, soit on fait comme les artistes. On se dit, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Et c'est là où la créativité de l'enfant, elle est importante, cette créativité qu'on a mis de côté. Parce que la créativité, c'est ça, c'est je prends ce qu'il y a là et j'en fais quelque chose de beau. Et ça marche dans tous les domaines de la vie. Vous pouvez prendre tous les domaines de la vie. Là, ça s'est pas passé comme je voulais. Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir sublimer ça? Ça marche pour tous. Les peintres, par exemple, ils font une toile, ils ont une idée exacte de ce qu'ils veulent faire. Et puis, on ne sait pas pourquoi, la peinture, elle a fait un paquet à un endroit où elle n'aurait pas dû. Ils sont pas là en train de s'arracher les cheveux, ils en font quelque chose. Nous, c'est pareil, en fait. Notre job, c'est un peu ça, c'est de prendre le caillou qui s'est mis à l'endroit où il n'aurait pas dû et se poser la question de qu'est-ce qu'on va en faire. Il y a plein de personnes qui ont des projets de vie qui sont magnifiques et ils ont un petit caillou qui font que ça va pas dans l'idéal du schéma qui s'était offert. Et au lieu de se poser la question de quelle manière est-ce que je vais pouvoir utiliser ce petit caillou pour faire quelque chose d'encore mieux, ils s'arrêtent là, ils font pas leur projet, ils abandonnent tout, ils se lamentent et pourtant ils savent que c'est par là qu'ils doivent aller, mais ils arrêtent parce qu'il y a ce petit caillou. Mais du coup, on n'avance plus parce que la vie, c'est ça. Hein. La vie, c'est de vouloir créer des choses, mettre en pratique des idées pour les vivre. Mais la vie, c'est pas toujours... c'est parfait, mais c'est pas parfait comme on veut que ce soit parfait. En fait, c'est ça la notion. Cette notion, elle est magnifique. C'est que on a notre notion de comment est-ce que ça doit se passer pour que ce soit parfait. Mais peut-être qu'on se plante. On n'a pas, nous, le plan de l'univers en disant que oui, mais à ce moment-là, il faut que tu te plantes pour qu'il se passe ça et du coup, tu vas améliorer le truc, ça va être encore mieux que ce que tu pensais. Mais si on s'arrête sur la galère qui est tombée, on ne passe pas à l'étape du c'est encore plus merveilleux que ce que tu avais pensé. Et en fait, c'est ça, c'est d'apprendre à composer avec. Et c'est bon pour tout, en fait. Quel que soit ce qui vous arrive, quel que soit ce que vous expérimentez, vous avez la possibilité de faire preuve de créativité pour en faire autre chose. Ou pour le faire autrement. Pourquoi est-ce que la plupart du temps, on veut refaire quelque chose que quelqu'un a déjà fait comme il l'a fait? Enfin, si c'est pour refaire la même chose, c'est pas utile. Hein, donc à faire, faites rien. Et ça aura une utilité, au moins vous vous connecterez à vous. Mais sinon, si vous voulez créer, réaliser quelque chose, faites-le avec votre cœur, faites-le avec qui vous êtes, faites-le avec votre originalité. Vous êtes unique, faites quelque chose d'unique, réalisez quelque chose d'unique, ce sera votre œuvre. Et c'est là où c'est beau et ce sera merveilleux. C'est parce qu'il y a votre patte, il y a la patte de l'artiste dans la réalisation. Ce sera votre œuvre à vous. Et ça, c'est chouette. La plupart des grands hommes et des grandes femmes qui ont fait des choses merveilleuses, ils n'y sont pas arrivés la première fois. Hein. C'est pas la première fois où ça a bien marché. C'est qu'ils ont galéré, ils ont fait le point, ils ont continué, ils ont regaléré, ils ont encore essayé, ils ont regaléré et constamment, ils ont fait ça. Et je sais plus qui disait ça, que le succès, c'est d'aller d'échec en échec, mais avec entrain ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai, en fait, le succès, c'est ça. C'est d'essayer,
bah, il y a un truc qui va pas, de se dire chouette, il y a quelque chose qui va pas. Comment je vais faire pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir améliorer mon processus? Et on réessaye, et à nouveau il y a quelque chose. Ouais, génial. Alors qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est ce qu'on fait dans les entreprises, hein, quand on fait du management de la qualité totale. On cherche le caillou dans l'engrenage. On cherche quel est le caillou dans l'engrenage pour aller chercher ce caillou-là pour perfectionner l'ensemble. Et c'est pas une galère, c'est une opportunité de faire encore mieux. Et c'est pour ça que je vous dis, finalement, la spiritualité, vous la trouvez partout. Dans l'entreprise, on la trouve tous les jours. Vous pouvez la trouver dans les relations interpersonnelles aussi. Le côté du ben voilà, avec machine, je m'entends pas, elle me dit jamais bonjour le matin, on peut pas se voir en photo, et du coup on se regarde toujours de travers, on se parle pas, ça fait de la résistance. En plus, je sais qu'elle m'aime pas, elle m'a critiqué, machin, là. Soit on reste sur cet état de fait-là, et on va pas bouger, hein, ça pourra que empirer. Soit un jour on se dit bon, bah c'est un peu absurde, on se parle même pas, en vrai on se connaît pas vraiment. Ouais, bah, aujourd'hui je me sens jouasse, j'ai bien envie de voir s'il y a moyen de parler avec elle, voir bah, qu'est-ce qui lui plaît pas chez moi finalement et comment je peux arranger ça. Et des fois on se rend compte qu'en fait la personne elle est super, c'est juste qu'on est deux têtes de mule, chacune de notre côté à pas s'aimer, on sait même pas pourquoi. Ou des fois simplement notre manière de percevoir ce qui se passe fait que comme on change notre manière de percevoir ce qui se passe, ça change quelque chose en nous et du coup ça change la relation qu'il y a avec l'autre. Et ça c'est assez étonnant et c'est merveilleux aussi. Là aussi on trouve quelque chose de merveilleux. Le côté du quand on arrive à comprendre quelque chose de nous, souvent ça améliore grandement la relation qu'on va avoir aux autres ou la relation qu'on va avoir avec le monde, avec la nature, avec les bouchons, avec les gens qui ont des comportements qui avant nous rendaient dingues tellement on trouvait ça nul, et que finalement ben, on a beaucoup de compassion pour eux parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Et c'est triste parce qu'ils ne le vivent pas bien. Mais ils sont dans leur cheminement aussi. Et le cheminement est beau. Et le merveilleux, il n'est pas à la destination, en fait. Il est vraiment dans le cheminement, mais il faut s'autoriser à le reconnaître. Et en même temps, il y a ce côté où ces petits cailloux qu'on trouve là, ces petites choses qu'on aurait préféré faire sans, c'est ce qui donne du pétillant à la vie, c'est ce qui donne du piment, c'est là où on va se dépasser, ça va nous challenger, ça va. Si tout était toujours pareil, parfait, ce serait hyper ennuyeux. C'est la même chose que le snowboard, tiens, pour reprendre l'exemple. Moi, j'ai toujours été super emballée. On me disait, viens, viens faire du snow. Ouais, j'arrive, ouais, à fond, à fond. Et puis, il y a eu une période de ma vie où bah, j'avais beaucoup de congés à récupérer, donc je suis beaucoup allée faire du snowboard. Hein. Et je suis allée beaucoup faire du snowboard toute seule, parce que du coup, c'était en semaine. Bah, finalement, c'était pas rigolo, quoi. Ça avait plus du tout sa pétillance. En fait, c'était le fait de pas en faire tout le temps qui faisait que le goût de l'expérience était génial. Mais le fait de manger du snowboard à tous les repas, au bout d'un moment, j'ai fait une indigestion. Et c'est pareil pour tout. Bien sûr que nos passions, ça nous fait du bien. Mais si vous êtes dedans tout le temps, à plein temps, 100% du temps, en général, on finit par se lasser. Et du coup, votre passion, ça devient un poison. Hein, c'est le grand principe. Le poison, ça dépend de la quantité. Ça peut être le poison, le remède, en fonction de la quantité. Et c'est ce que nous apprend là aussi la spiritualité. Hein, c'est la mesure, trouver la mesure entre ce qui me fait du bien, ce dont j'ai besoin, quelle quantité j'en ai besoin. Et tout est à regarder avec cette recherche d'équilibre, en fait. Cette recherche d'équilibre, c'est une recherche d'harmonie, quelque part. Il y a beaucoup de personnes qui sont insatisfaites de leur vie et du coup, elles veulent tout changer. Mais tout, hein, quitter leur mari, quitter leur job, tout quitter, tout.
Alors qu'en fait, en changeant un tout petit élément, allez, 1 heure dans la semaine pour faire quelque chose en plus ou quelque chose en moins, ou quelque chose différemment, ben en fait, finalement, leur vie, elle est géniale. Hein. Mais c'est juste ce truc-là, cet élément-là, en le modifiant, ça a changé tout l'équilibre de l'ensemble. Et ce qui était disharmonieux a trouvé une harmonie. C'est un peu comme dans un orchestre. Si vous jouez dans un orchestre et qu'il y a un seul instrument, je sais pas, un des 25 violons qui joue faux, bah, le résultat, il est vraiment pas sympa. C'est disharmonieux, c'est dissonant, c'est désagréable. On n'a même plus envie d'aller jouer de la musique. Mais s'il y a quelqu'un qui prend la place de celui qui jouait du violon mais qui le fait bien, ou si celui-là, on l'enlève des violons et on l'amène jouer de la clarinette, peut-être qu'il est beaucoup... Enfin, il est doué en clarinette, mais il ne le sait pas. Hein. Mais le fait de le décaler ou de... Enfin, juste changer un élément, ça va complètement transformer l'ensemble. Mais ça demande d'essayer. Si on n'essaie pas, on ne peut pas savoir. C'est comme tout à l'heure quand tu disais, des fois on a envie de faire quelque chose, mais on ne sait pas si on y va, si on va regretter, si on ne va pas regretter, est-ce qu'on va y aller, est-ce qu'il vaut mieux faire ci, est-ce qu'il vaut mieux faire ça. En fait, c'est comme si vous vous retrouvez avec votre sac à dos, vous faites de la randonnée, vous avez perdu votre plan, vous avez plus votre téléphone n'a pas de réseau, vous êtes là, puis vous voyez plein de panneaux, vous pouvez pas lire la langue parce que vous êtes dans un pays où vous lisez pas la langue. On a la totale là. Hein. Et on se dit, bah, ouais, bah là, il y a 6 chemins, je prends lequel? Ah, en plus, il n'y a personne, il n'y a que moi, il y a 6 chemins, je prends lequel? Vous pouvez rester là, vous demander quel chemin vous prenez jusqu'à la fin de votre vie. Hein. Vous allez mourir de faim, de froid, de soif, de tout ce que vous voulez, mais vous pouvez rester là, il n'y a aucun problème. Par contre, sinon, il faut faire un choix. Alors, il y en a, ils vont essayer, ils vont marcher un petit peu 50 mètres sur un chemin, ils vont dire, ouais, peut-être que l'autre était mieux, du coup, ils retournent, ils font l'autre, puis ils font l'autre. Et en fait, ils ne voient pas ce qui se passe, ils n'arrivent pas au bout. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas plus intéressant à un moment donné de dire, bon, bah voilà, je suis en galère, je fais confiance à la vie, je me fais confiance, et respirer un bon coup, ok, si je devais en prendre un, lequel je prends? Je vais prendre le deuxième. Et si je prends le deuxième, j'avance sur le deuxième pour arriver quelque part. Au moins, une fois que je suis arrivée quelque part, je sais où je suis. Et après, je saurais, peut-être que je me suis trompée, c'était pas celui-là, mais c'est pas grave. Au moins, je sais où je vais aller. On a le droit de se tromper. L'erreur, entre guillemets, elle est formatrice. C'est comme quand on était à l'école, des fois on a fait des erreurs à l'école, on n'a pas écrit le mot comme il fallait, on a voulu faire une division, on s'est trompé, on n'en est pas mort, hein, on a juste appris à comprendre la leçon et comprendre comment on faisait. C'est juste un ajustement en fait. Mais si on n'arrive pas à avoir confiance en soi, ça va être difficile. Alors, pour les personnes qui n'ont pas confiance en elles, il y a une autre manière de faire. Il y a le côté du « ok, j'ai pas tellement confiance en moi, je doute un peu, mais j'ai confiance en la vie. J'ai confiance en la source, j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en qui. Mettez le nom que vous voulez dessus, ça marche. Ok, si je ressens le message que me donne l'univers, la vie, l'absolu, Dieu, ce serait d'aller où? Et la première réponse qui vient en général, c'est la bonne. Essayez. C'est plutôt sympa. Moi, je l'ai expérimenté quand je suis allée faire le pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a un jour où j'ai pété un plomb parce que j'en avais marre de suivre les petits panneaux. Parce qu'en fait, c'est vraiment très, très, très balisé. Et moi, des trucs très, très, très balisés, j'aime pas. Il arrive un moment où là, c'était trop, en fait, et j'ai décidé que j'en avais marre. J'ai pris un autre chemin. Et en fait, j'ai fait ça. J'ai le côté du alors là, où est-ce que je vais aller? Je ne savais pas où j'étais. Hein. Et j'ai vu des endroits mais magnifiques, des vues extraordinaires. Mais c'était un cadeau. J'aurais pu rester sur le chemin, j'aurais fait le même chemin que tout le monde. Bah, là, j'ai vu un autre chemin et c'était vraiment un cadeau. C'était suivre mon intuition, en fait. Et c'est intéressant même de faire l'expérience, même quand on n'a pas confiance en soi au début, de suivre son intuition sur des choses qui sont à faible impact. Souvent, j'appelle ça les choses à faible impact.
où on fait un choix par intuition, mais on sait que le choix, il n'aura pas de grandes conséquences. Mais ça va nous permettre, à chaque fois qu'on fait ce petit choix, de mieux se connaître, de mieux prendre confiance en soi. Et à partir du moment où on a cette confiance en soi, même si elle est toute petite, on peut s'appuyer dessus pour avoir un peu plus confiance et un peu plus confiance. Et du coup, bah après, c'est quand même beaucoup plus confortable. Et il y avait quelque chose aussi d'intéressant que tu as dit tout à l'heure et qui me semble vraiment important par rapport à la danse et le fait de se dire oui mais je vais pas aller danser parce que la danse c'est pour les garçons. Cette espèce de croyance en fait. Où moi j'ai eu le problème à l'époque quand j'ai redécouvert une partie de moi que j'avais bien enfouie pendant des années. Et où ce qui s'est passé, c'est que ça faisait quand même 17 ans que j'avais mis ça de côté. Et du coup, mon compagnon, qui était avec moi depuis 17 ans, connaissait pas du tout cette part-là de moi. Et c'était compliqué de lui dire, écoute, tu sais, ça a toujours été un peu moi de chercher à soigner les gens avec les mains. Pour lui, c'était un truc complètement aberrant. Il était vraiment dans la matière. Et j'avais du mal, moi, déjà, à reconnaître ça. Lui c'était quand même juste inenvisageable. Et du coup, l'extérieur me renvoyait la même chose. C'est que je me reconnaissais pas dans cette partie-là de qui je suis. Du coup, le monde ne me reconnaissait pas dans cette partie-là de qui je suis. Par contre, à partir du moment où je me suis dit, bon, bah maintenant, ça suffit, de toute façon, ça fait partie de moi, je suis comme ça, et finalement, ce que les autres en pensent, bah, ça me regarde pas et je m'en fiche. Ça va pas changer ma vie, ce qu'ils en pensent. Bah, si ça leur plaît pas, c'est pas grave, je vais rencontrer plein d'autres gens qui sont probablement encore plus géniaux. Et à partir du moment où j'ai posé ça, il n'y a plus eu de problème. À partir du moment où, intérieurement, pour moi, c'était... En fait, non, pour moi, c'est plus joyeux d'accepter de faire cette expérience-là, mais de la faire pleinement, pas à moitié, en me cachant, en me dissimulant, sous couvert, surtout que personne ne le sache, parce que c'est un peu ça le truc, c'était de recevoir des gens chez moi, faire des soins, mais que personne ne le sache. Et surtout, il ne fallait pas en parler. Et du coup, c'était très, très compliqué comme positionnement. Et à partir du moment où je l'ai accepté, que je l'ai fait à la vue et à la su du monde entier, ben, tout s'est posé naturellement, joyeusement, et puis ça a été une expérience magnifique. Et ça m'a permis d'aller à l'étape suivante. À chaque fois, on passe, hop, une étape, puis on essaye autre chose, et encore autre chose. Et à chaque fois, c'est plus beau, parce qu'à chaque fois, on se connaît un peu plus. Donc, on est plus en paix intérieurement. Et cette paix intérieure, elle est tellement importante. Mais c'est à nous aussi de la cultiver, de l'entretenir. C'est comme si vous avez un potager ou un jardin, vous le savez, si vous n'allez pas l'arroser en plein été, tout qui va sécher, hein, il ne va rien rester, ça va être cramé, hein, il n'y aura plus rien. Hein. Par contre, si vous en prenez soin petit à petit, ben, ça va être de plus en plus beau, de mieux en mieux. Vous allez avoir des superbes légumes, des beaux fruits, des belles fleurs. Ça va être... Et puis, vous allez pouvoir voir le merveilleux de la nature. C'est divin, un beau jardin quand on s'en occupe bien. Ben là, c'est pareil, mais c'est notre jardin intérieur. Sauf que pour le cultiver, celui-là de jardin, ben, il faut prendre un peu de temps tous les jours ou tous les 2 jours. Tous les jours, c'est quand même mieux, même si c'est pas longtemps. Ben, pour aller voir ce qui s'y passe, entretenir tout ça, regarder est-ce que je suis bien centrée, est-ce que je suis alignée, qu'est-ce qui vibre harmonieusement avec ce que je fais en ce moment, qu'est-ce qui est disharmonieux, comment je peux le modifier pour que ça soit plus harmonieux. Et en fait, c'est encore entre soi et soi, hein. C'est constamment ça en fait, il n'y a que ça qui se joue. C'est de quelle manière est-ce que je peux honorer la divinité qui est en moi pour que ce que je vis soit juste dans la mesure et que ce soit beau. Et ça passe par s'offrir de l'amour, offrir de l'amour au monde. Alors je ne veux pas rentrer dans un discours de bisounours, hein, attention, hein, c'est pas de ça que je vous parle. Mais c'est de la gratitude si vous voulez, si vous préférez se mettre ce mot-là dessus et que c'est plus confortable pour vous. Mais c'est vraiment ça, c'est que même quelqu'un ça a été une étape hyper importante moi dans mon processus, c'est que même les gens qui posaient des actes ou des paroles qui me blessaient,
je suis rentrée dans le processus de me dire, bon, ben, c'est pas grave, je les aime quand même, ils sont comme ils sont et je les aime quand même. Même si eux m'aiment pas, mais moi je les aime en fait. Et ça, je l'ai appris de mon fils. Mon fils, il avait 4 ans et l'une des toutes premières choses qu'il disait, c'est « Mais moi, j'aime tout le monde. » C'est mon maître en fait. Hein. J'aime tout le monde. Et on pouvait être n'importe où, dans n'importe quelle situation, même quand lui allait pas bien. Quelqu'un qui allait pas bien, ça lui faisait plus de peine de voir quelqu'un qui allait pas bien que de prendre conscience que lui allait pas bien. Parce que lui, finalement, bon, c'est pas grave, il savait qui gérait. Mais du coup, il allait voir les gens, il leur faisait des câlins, il leur disait « Ah, t'es beau, je t'aime, t'es magnifique ». Alors qu'il les connaissait pas. Hein. Des fois, les gens se disaient « Mais aiguilles ». En plus, c'est un peu le clown. Mais il faisait ça tellement naturellement mais c'était mon inspiration. Je me suis dit, mais bien sûr, c'est lui qui a raison. Mais bien sûr, même si l'autre, il te dit, ouais, t'es ci, t'es ça, t'es là, mais c'est pas grave, tu peux l'aimer quand même. Faut pas le prendre personnellement. Et puis peut-être qu'il a raison ou peut-être pas. Et c'est à moi de décider ce que j'en fais. Si je le prends pour moi, c'est que je me dis que quelque part, il a raison. Quelqu'un qui va te reprocher, oui, t'es ci, oui, t'es ça. Bah, si tu le prends pour toi, intérieurement, tu dis, ben, c'est vrai. Ouais, il y a une part de moi qui sait que c'est vrai. Du coup, allez, je le prends pour moi. Et puis, ou je peux me dire, bah, ouais, effectivement, il y a peut-être une part de moi qui est comme ça. Bah, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est là où on parle beaucoup d'amener de la lumière, amener de la lumière. Moi, j'aime bien parce qu'il y a plein de discours comme ça où ça reste très conceptuel et quand tu demandes aux gens, ouais, mais ça veut dire quoi en vrai? Non, mais il faut amener de la lumière. Hein. Non, mais amener de la lumière, c'est de regarder ce qu'il y a là et de mettre le focus dessus, on le regarde bien et puis on choisit. Voilà, il y a ça, ça et ça, avec qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je... Et c'est là que la créativité encore, elle va venir. C'est que, ouais, ok, il y a cette partie-là de moi, je l'aime pas. Mais comment je peux faire pour la sublimer? Je mets de la lumière dessus pour bien la regarder. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je vais en faire? Ça peut être super beau. Ça dépend de ce que j'en fais. C'est là où on sort de la dualité. C'est pareil, on parle de la dualité, ouais, le monde de la dualité. Mais la dualité, c'est d'arrêter de dire, bah, ça c'est bien et ça c'est pas bien. En fait, ça dépend ce qu'on en fait. C'est comme l'argent. Il y a des gens qui disent, ouais, l'argent, c'est pas bien. Bah, ça dépend ce que tu en fais. Si tu en fais des belles choses, tu vas créer des villages où bah, les gens ils vont réapprendre à se nourrir correctement. Dans les pays où il n'y a pas d'éducation, tu vas apporter l'éducation aux populations. Là, c'est utile. Après, si c'est pour pourrir la nature, couper des arbres, tout défoncer et polluer à outrance, oui, c'est sûr, c'est pas terrible. Mais l'argent, lui, il n'y a rien fait. C'est ce qu'on en fait. C'est pareil pour tout. Et c'est pareil pour les qualités et les défauts. Ça peut être une qualité. Et cette qualité, dans un autre contexte, une autre quantité, ça devient un défaut. Et c'est important qu'on regarde tout ça. Parce que quand on prend le recul, qu'on arrête de prendre tout avec une lourde gravité et qu'on regarde ça avec un peu plus de légèreté, ben on se rend compte que c'est merveilleux, on peut faire ce qu'on veut. Avec de la créativité, on peut tout transformer. Bon, il faut la foi aussi, il faut l'ouverture du cœur. Hein. On passe par cette zone-là aussi. Mais c'est beau, c'est un beau cheminement. Mais c'est petit à petit, c'est tous les jours, dans le quotidien, en observant, en regardant, en se centrant, méditant, priant. Petit à petit, en fait, on fait un petit pas, et puis voilà, on chemine, en fait. C'est le principe même de la vie. Hein. On est tous en cheminement, tous autant qu'on est. Et puis celui qui vous dit qu'il est arrivé, il s'est planté. Hein. On est tous là. Hein. Et du coup, il y a cette part aussi de recul dont tu parles, tu vois. Comme on l'a dit, c'est important de revenir à soi, de méditer, de prier, de faire ce qui nous semble bon. Et on a des questionnements qui vont venir. Est-ce que je vais par là? Est-ce que je vais par là? Et il y a un truc qui est chouette aussi parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des décisions qui peuvent être importantes ou des chemins qu'on souhaite prendre qui vont avoir peut-être plus d'impact que d'autres, tu vois. C'est aussi de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir partager. Et du coup, je sais aussi que tous les mois, tu organises des cercles de partage pour justement pouvoir délivrer ce qu'il y a. Donc, la thématique, elle vient en fonction du moment. Juste, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à propos de ça? Oui. Alors, les ateliers mensuels que je propose, c'est effectivement pour pouvoir accompagner les personnes qui sont en cheminement et qui se confrontent tous les jours au quotidien
aux questions de l'évolution, de l'éveil spirituel, ou tout juste de vivre mieux notre vie de tous les jours. Hein. C'est important, le fait de se sentir bien. Et les ateliers sont là pour pouvoir partager, pour pouvoir échanger et pour pouvoir parler autour d'un thème. Tous les mois, en fait, il y a un thème qui est défini. Il y a une partie où on va échanger, une partie où il va y avoir un apport théorique, un peu comme... c'est plus un retour d'expérience souvent, hein, on n'est pas à l'école. Hein. Et il y a une partie où on fait vraiment de la reconnexion à soi, de la reconnexion à la source, où on va travailler avec la vibration du moment, où on prend vraiment un temps pour se poser. Et c'est un temps qui est important, en fait, parce que à ce moment-là, on a l'opportunité d'avoir le cadre pour le faire correctement. Et on reçoit ce qui est bon et juste pour nous au moment où ça se passe. Il y a toujours cette notion de justesse. Et chaque mois, donc, le thème est différent. Les thèmes me sont inspirés, on va dire, pour l'ensemble de l'année. Par exemple, la prochaine fois, on va parler de la patience, hein, cette vertu souvent incomprise. On va parler des blocages, de toutes ces choses-là, justement, de tout ce qui nous freine dans notre cheminement. Et c'est des notions qui sont importantes. Petit à petit, on va avancer. Et ce qui est assez rigolo, c'est que les thèmes tombent souvent juste par rapport à ce que les gens sont en train d'expérimenter. Donc, ça a été prévu à l'avance, mais on tombe juste par rapport à ce que les personnes sont en train d'expérimenter. Et surtout, ce qui est important pour moi dans ces ateliers-là, c'est que vous puissiez participer un maximum parce qu'ils sont faits pour vous. Ils sont faits pour vous, pour que vous puissiez trouver un relais, pour que vous puissiez trouver un soutien, une communauté, un endroit où vous pouvez parler de ce qui vous pose problème, d'échanger peut-être aussi sur ce que vous avez pu expérimenter. Et ce partage, il est important parce que l'expérience de chacun, chacune nourrit les autres. Et ça, c'est extraordinaire à vivre, cette complémentarité. La complémentarité du groupe est quelque chose de génial, de vraiment génial. On voit les choses avec notre vision, tu vois, ça nous paraît super clair. Et puis, moi, j'étais comme ça. Moi, je me posais jamais de questions parce que pour moi, je comprenais le truc, tu vois, c'était clair. Et en fait, le fait que quelqu'un, par exemple, à l'école, pose une autre question auquel j'avais pas du tout pensé, bah, paf, ça ouvre ta perception des choses et tu dis, ah ouais, c'est vraiment intéressant et du coup, ben, je peux envisager la chose autrement, tu vois. Et ouais, l'échange de points de vue est très très important parce qu'on amène chacun de nous nos expériences, notre manière de voir le monde, hein, notre vision du monde, et l'angle de vue est hyper important, le regard qu'on pose sur les choses, parce qu'on a tous un regard spécifique qui correspond à ce que nous a transmis nos parents, à l'expérience qu'on a pu avoir, hein, parce qu'on décrypte par rapport à notre passé, et le fait d'avoir quelqu'un qui va aborder la même chose différemment, ça va amener un complément. Et on va avoir en fait cet angle mort qu'on n'arrivait pas à percevoir jusque-là. Et ça, c'est vraiment c'est une expérience qui est vraiment géniale. Et par rapport aux ateliers, d'ailleurs, beaucoup avaient demandé à ce qu'on change l'horaire. Et moi, j'ai profité d'une opportunité de changement de planning avec Académie de la Nouvelle Vie pour pouvoir du coup passer, avant on était le mardi midi, maintenant on va être le premier jeudi du mois à 20h30, ce qui permettra à plus de personnes d'être en direct pendant les ateliers. Et ça, ça me semblait vraiment important. Voilà, c'est important qu'on puisse répondre à votre envie d'être là aussi en direct, même si elle est replay. Hein. Et puis pour moi, c'est important aussi d'avoir votre participation parce que c'est des moments qu'on co-crée ensemble et la co-création est vraiment importante, voire essentielle. En tout cas, dans ma manière d'appréhender les choses. Pour ce partage, alors, vous avez toutes les infos des ateliers juste au-dessus du chat ou alors sous la vidéo si vous nous regardez en replay. On va prendre un petit peu de temps encore pour répondre à vos questions. Donc là, chez vous, n'hésitez pas. J'en ai vu une qui était super intéressante dans le chat YouTube. Une question de Jam qui demande quelle est la différence entre prendre soin de soi et l'égoïsme?
C'est une très bonne question. Alors, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Prendre soin de soi, c'est prendre le temps de s'offrir de l'amour et de se faire du bien. Ça va rentrer vraiment dans une démarche d'autonomisation. Le côté où beaucoup de gens ne prennent pas soin d'eux parce que inconsciemment à l'intérieur d'eux, il y a cette notion du je mérite pas, je dois d'abord m'occuper des autres, j'ai pas le temps pour ça, et la personne devient la dernière roue du carrosse. Et tout le monde passe avant elle, et elle passe en dernier ou pas du tout. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure en disant bah, ceux qui réussissent commencent par eux. C'est un peu comme dans l'avion, hein, on te dit si ça dépressurise, d'abord tu mets ton masque et après tu pourras aller le mettre aux autres parce que bah, si tu tombes dans les vapes, tu pourras pas le faire du tout. Et prendre soin de ça, de soi, c'est ça. C'est commencer par se faire du bien pour pouvoir faire du bien aux autres. D'être dans un état d'harmonie correct, suffisant pour pouvoir accompagner les autres à être dans un état d'harmonie. L'égoïsme, c'est autre chose. L'égoïsme, c'est ne s'occuper que de soi et ne jamais penser aux autres. C'est être centré sur son ego, hein, quelque part. L'égoïste, il s'occupe que de lui. Et c'est intéressant cette question sur l'égoïsme parce que moi, j'avais eu une prise de conscience il y a longtemps de ça sur l'égoïsme, justement. On n'arrêtait pas de me dire, mon Dieu, mais t'es égoïste, tu fais ça, c'est égoïste. Enfin, on était tout le temps en train de me dire que j'étais égoïste. En fait, j'étais la plus grande égoïste de la Terre. Mais j'avais toujours ce reflet-là. Et pourtant, je me disais, non, mais attends, j'ai pas fait ça pour faire ça, pour aider l'autre, ça. Enfin, je me pliais en 10 000 pour que tout le monde soit satisfait. Et en fait, personne n'était jamais satisfait. Et en plus, on me disait que j'étais égoïste. Et je prenais pas le temps pour moi. J'étais pas du tout dans cette notion de prendre soin de moi. Et je m'en suis rendu compte le jour où je suis allée participer à un atelier de communication non violente. Et en communication non violente, le topo, c'est souviens-toi d'une situation où c'était désagréable pour toi, inconfortable, et pour qu'on puisse voir justement qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je me replonge dans cette situation. On m'avait dit que j'étais égoïste. Et il s'était passé un certain nombre de choses. Et après, on te demande, voilà, donc quelle est ton émotion? Tu mets le nom sur ton émotion. Et la question, c'est, mais de quoi tu aurais eu besoin à ce moment-là? Mais pour moi, ça a été juste impossible de répondre à la question. La seule chose qui a fait écho en moi, c'est, t'as des besoins? Et en fait, j'ai pris conscience qu'à aucun moment de jusque-là, je m'étais posé la question de, est-ce que j'avais besoin de quelque chose moi? Prendre soin de soi, c'est ça, c'est d'aller écouter, est-ce que j'ai besoin de quelque chose? Et si moi j'ai besoin de quelque chose, comment je vais faire pour y répondre? Mais l'égoïste, lui, il sait de quoi il a besoin. De toute façon, il y répond constamment. C'est sa priorité, c'est ses besoins, et il y a beaucoup plus que ça. C'est que tout tourne autour de lui et finalement les autres, ils s'en fichent. C'est vraiment le côté où on ne donne pas de valeur à la vie des autres. On rentre vraiment dans ce côté du je fais aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse, mais je m'en fiche parce que c'est pas moi. Là, dans ce cas-là, ça va être égoïste. Alors que un des principes de la spiritualité, d'ailleurs, c'est ne fais pas à ton prochain ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. C'est la frontière entre les deux. Sauf que là, prendre soin de soi, c'est si tu étais ta meilleure amie, qu'est-ce que tu ferais pour toi? Et puis c'est se poser la question, voilà, comme tu l'as dit, comment je prends soin de moi en faisant attention à l'impact que ça va avoir aussi sur les autres, tu vois. L'égoïsme, c'est aussi, bah voilà, je fais ça et peu importe ce qui se passe autour de moi, alors que quand on prend soin de soi, on peut aussi prendre en compte l'environnement, notre famille, les gens qui nous entourent et voir le résultat que ça peut créer pour eux. Et ça peut être aussi de dire, bah voilà, j'ai envie de faire ça et je vais voir comment je peux harmoniser ça avec les autres. Ça peut aussi se passer en interaction et en co-création avec les autres, prendre soin de soi. Moi, j'ai besoin de ce temps-là. Par exemple, comment je fais pour que ma compagne, elle puisse s'accorder autour de ça. Et peut-être qu'elle va pouvoir trouver une solution, elle aussi, dont moi j'ai besoin. Et souvent, le fait de co-créer, justement, c'est intéressant que tu le dises, c'est que du coup, le fait de s'autoriser à ne serait-ce que poser la question à l'autre du comment on va faire pour pouvoir s'organiser, pour que je puisse m'allouer ce temps pour répondre à mon besoin, du coup, quelle opportunité ça t'offre?
Et peut-être que justement ta compagne va te dire: «Ah bah c'est super, bah moi je voulais faire ça, justement je m'autorisais pas parce que je me posais la question de qu'est-ce que tu allais faire dans ce moment-là et comment tu allais le prendre». L'autorisation qu'on se donne à soi, et ça permet aussi à l'autre de se donner des autorisations en fait. Et ça c'est important. Même pour les enfants, le positionnement de la maman ou du papa sur je prends le temps quand même d'écouter mes besoins et d'essayer de trouver une manière de mettre ça en œuvre, avec harmonie et créativité, hein, toujours, ben, ça permet aux enfants d'apprendre que c'est OK de faire ça, ça se fait et c'est juste. Parce que si on ne le fait pas, si on se sacrifie inutilement, parce que souvent c'est du sacrifice inutile, parce que personne ne nous a rien demandé, hein, il n'y a personne qui nous a demandé de pas le faire, hein. On en a même juste parlé à personne. Mais du coup, de ne pas s'autoriser, ça montre l'exemple aussi à nos enfants que c'est pas OK de s'autoriser à envisager des choses qui nous font du bien. Et l'exemple qu'on offre aux autres est vraiment important parce que ça leur permet aussi après de s'autoriser à faire ou ne pas faire. Bien, merci pour ta réponse et merci Jam pour ta super question. Muriel qui voudrait savoir si dans les ateliers, il y a une interaction possible avec les autres intervenants. Alors oui, c'est possible. Il y a le chat évidemment et il y a la possibilité de prendre la parole. Moi, je l'avais proposé. Alors, c'est une option qui, pour l'instant, n'a pas séduit grand monde, de prendre la parole en direct ou même en vidéo. Mais c'est une possibilité si c'est quelque chose qui te plaît, Muriel, avec plaisir, oui, bien sûr. On a l'option, donc on peut t'inviter dans la salle sans problème pour que tu puisses participer, échanger de vive voix, ainsi que tous ceux qui le souhaitent pendant ces ateliers. Voilà, mais il y a aussi le chat pour interagir entre vous. Eh bien, écoute, merci beaucoup Laetitia pour cette belle soirée que tu nous as fait passer, pour toutes ces choses importantes qui sont finalement, comme on l'a dit, assez simples, hein, mais qui sont parfois pas assez prises en compte. Ce retour à soi, se poser ces questionnements, être à l'écoute et partager avec les autres. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, donc on va vous laisser. On va vous souhaiter une merveilleuse nuit. Merci évidemment pour votre présence, pour vos partages, pour vos questions aussi dans le chat. Merci à toi Laetitia. Et avant de se quitter, j'aimerais que toi, tu nous dises le petit mot de la fin. Qu'est-ce qui est important de retenir de cette soirée? Qu'est-ce qui pour toi est vraiment la clé? Si on doit repartir qu'avec une chose, qu'est-ce que ce serait? Que la spiritualité et le merveilleux au quotidien, en fait, c'est très simple à partir du moment où on prend le temps de mieux se connaître. Et en fait, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Et du coup, tout le monde en est capable. Et du coup, je tenais aussi à remercier tout le monde. C'est toujours un plaisir de vous sentir vos présences, d'interagir, même si c'est que énergétiquement avec vous. Et je voulais te remercier aussi, Cédric, parce que mine de rien, ça fait maintenant 2 ans. Hein, la première fois qu'on a été en contact, c'était il y a 2 ans. Et c'était toi l'instigateur de l'opportunité de venir prendre la parole en webconférence. Et pour moi, c'était une première fois. Donc, c'est aussi l'occasion, voilà, pour que je te remercie. Parce que grâce à toi, j'ai eu plein de belles expériences grâce aux webconférences et plein de partages qui sont vraiment nourrissants pour moi. Écoute, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi. Merci à vous. On vous souhaite une merveilleuse nuit et on se retrouve très bientôt pour les ateliers. Vous avez toutes les infos au-dessus du chat ou alors sous la vidéo si vous nous regardez en replay. Passez tous une merveilleuse nuit et à bientôt. Bonne nuit, bye bye.